Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite l'histoire bouleversée. Un crâne humain a été découvert en Grèce, si ancien qu'il va vous faire tourner la tête. À l'intérieur de la grotte de Petralona, sombre et hors du temps, les chercheurs ont bouleversé l'histoire en découvrant un crâne vieux de 700 000 ans. La grotte de Petralona, en Grèce, est couverte de dépôts de bauxite qui donnent aux parois une teinte rougeâtre. L'endroit ressemble à s'y méprendre à un lieu couvert de boue séchée. On y trouve des stalactites et des stalagmites comme des sortes d'énormes boucliers de pierre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la Grèce est remplie de grottes. Enlevez les monuments anciens et les villes modernes, et la Grèce n'est qu'un énorme bloc rocheux ressemblant à un gruyère. Il y a près de 12 000 grottes, dont beaucoup sont riches en fossiles préhistoriques. Et en 1959, un groupe de locaux a trouvé un trou dans le sol au bas de la colline de Katsika. Ils ont lentement commencé à explorer le trou en descendant avec une corde. Les scientifiques ont été particulièrement intéressés lorsque les locaux ont commencé à récupérer des dents d'animaux pétrifiés et des ossements mystérieux. Alors les archéologues se sont mis à creuser et à explorer, découvrant une myriade de passages serpentant à travers la roche comme des tunnels de rats. C'était le début d'une fascination mondiale pour la grotte de Petralona. Et en 1960, après un an à extraire des trésors anthropologiques de la grotte, les scientifiques ont fait la découverte la plus importante à ce jour. Un crâne humain fossilisé se trouvait parmi les ossements de créatures anciennes. Des créatures comme des lions, des ours et des hyènes qui vivaient avant la fin de l'âge de glace. Le crâne n'était pas en très bon état. Il a été trouvé collé au mur dans une petite caverne environ 30 cm au-dessus du sol. Sa mâchoire inférieure avait été arrachée et le crâne était recouvert de calcite brune. La seule chose dont les scientifiques étaient quasi sûrs en regardant le crâne, c'est qu'il n'appartenait pas à un humain. Il n'appartenait pas non plus à un néandertalien. Et en 1981, le crâne a été estimé à près de 700 000 ans et les universitaires pensent qu'il provient d'un hominidé connu sous le nom d'Homo heidelbergensis, une sorte de chaînon manquant. Et c'était une espèce du Pléistocène moyen. En d'autres termes, il s'agissait d'une espèce intermédiaire entre les hominidés anciens d'il y a plusieurs millions d'années et les espèces humaines plus modernes qui appartiennent au genre Homo comme les néandertaliens et l'Homo sapiens. Mais vous êtes peut-être en train de vous demander comment cela a bouleversé l'histoire. Eh bien la vérité est que bien que la plupart des experts ayant analysé le crâne l'aient classé comme Homo heidelbergensis, personne n'a pu vraiment le confirmer au-delà de tout doute raisonnable. Et donc, certains chercheurs comme l'anthropologue Aris Poulianos croient que le crâne appartient à une classe indépendante d'hominidés complètement sans lien avec l'Homo erectus. Et c'est là que les choses commencent à devenir étranges. Homo erectus est une ancienne espèce d'humain archaïque datant d'environ 2 millions d'années. Et la plupart des scientifiques s'accordent à dire que les espèces humaines modernes ont évolué à partir de l'Homo erectus, y compris les Denisoviens, les Néandertaliens et vous et moi. Et si le crâne de la grotte grecque n'appartenait pas à une créature de la lignée Homo erectus, alors il provenait d'un type complètement différent d'animaux semblables à un humain. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Le crâne appartenait-il à un ancien groupe d'humains non humains il y a près d'1 million d'années ? Ou est-ce une espèce complètement différente d'hominidés dont on ne connaissait pas jusqu'ici l'existence ? Hélas, avec qu'un seul crâne trouvé, c'est un mystère sans beaucoup de substance pour que les chercheurs puissent enquêter plus profondément. Et nous ne saurons peut-être jamais les réponses. L'ossuaire de Caïphe. Il existe un ossuaire qui pourrait bien prouver que Jésus-Christ a réellement existé. Je ne cherche pas à vous convertir ici, mais à rétablir les faits historiques. En 1990, des archéologues ont découvert une tombe cachée dans la banlieue de Jérusalem. Et à l'intérieur de la tombe se trouvait un ossuaire. Un ossuaire est une sorte de grand coffre, celui-ci est fait de calcaire, destiné à contenir les ossements des morts. Ils étaient utilisés au 1er siècle de notre ère, à l'époque de Jésus donc, et cette boîte en particulier a été datée de cette période. D'accord, mais ce n'est pas parce qu'une boîte à ossements a 2000 ans qu'elle prouve que Jésus-Christ a existé, n'est-ce pas ? Eh bien peut-être que si. C'est l'un des rares artefacts pouvant être directement liés à Jésus-Christ, tel que décrit dans le Nouveau Testament. Sur l'ossuaire se trouve une inscription en araméen disant ceci. Et ça signifie Joseph, fils de Caïphe. Et les historiens pensent que l'inscription fait référence à un homme nommé Joseph Caïphe, le grand prêtre de Jérusalem à l'époque où Jésus a été crucifié. Pendant des années, et par années je veux dire des siècles, Joseph Caïphe a été blâmé pour avoir ordonné l'exécution du Christ. Les apôtres, Matthieu, Jean et Luc, identifient tous Joseph Caïphe dans leurs évangiles comme étant le grand prêtre qui a présidé au procès de Jésus,
Joseph a ordonné l'arrestation de Jésus et l'historien antique Flavius Joseph a également nommé Joseph Caïphe comme étant le grand prêtre de l'an 18 à l'an 36 de notre ère. Le grand prêtre était une personne réelle qui a vécu et respiré, comme confirmé par Flavius et l'ossuaire trouvé en 1990. Mais cela prouve-t-il vraiment que Joseph a présidé au procès de Jésus? Techniquement, non. Mais cela donne bien plus de crédibilité aux récits spécifiques sur ces événements, surtout dans les évangiles. Mais attendez, il existe un autre faisceau de preuves. Connaissez-vous le nom de Ponce Pilate? C'était le préfet romain qui a régné sur la Judée entre 14 et 37 de notre ère. Selon la Bible, Ponce Pilate était présent lors du procès de Jésus et a ordonné son exécution. Il a joué un rôle majeur dans la chute de Jésus et devinez qui a mentionné Ponce Pilate dans son livre d'histoire. Ce même Flavius Joseph qui a nommé Joseph Caïphe comme grand prêtre. Et en 1961, l'archéologue italien Dr Antonio Frova a découvert une pierre en fouillant un ancien théâtre romain. Et sur la pierre sculptée, il y avait le nom de Ponce Pilate inscrit. Deux pierres sculptées avec deux noms de deux hommes impliqués dans la crucifixion du Christ. Il s'agit de preuves physiques réelles de l'existence de personnages bibliques en chair et en os. Mais est-ce une preuve irréfutable que Jésus était réel? Vos opinions ne seraient pas de trop, et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. La grande pierre du destin. Aimeriez-vous posséder un artefact appelé la pierre du destin? Perso, je pense que posséder un objet avec un nom aussi audacieux sur l'étagère me donnerait un petit coup de fouet supplémentaire dès le matin. Eh bien, ce symbole historique de la royauté écossaise n'était rien d'autre qu'un seuil de porte. La pierre du destin, également appelée la pierre de Scone, ou en langue celtique la liafol, est une relique ancienne utilisée lors des cérémonies de couronnement des monarques écossais depuis le Moyen-Âge. Et si vous êtes confus, c'est certainement parce qu'il existe une autre liafol, en Irlande cette fois-ci, dont on a déjà parlé. Mais la première utilisation documentée de la pierre remonte à 1249, lorsqu'Alexandre III a accédé au trône. Mais la plupart des Écossais croient qu'elle est beaucoup plus ancienne. Une légende raconte même que la pierre du destin était utilisée comme un piédestal pour tenir l'arche d'alliance. De là, la pierre aurait rapporté de Syrie, en Égypte, par le roi Gathelus, puis un de ses descendants aurait transporté la pierre en Irlande, où elle a été utilisée lors des couronnements des anciens rois irlandais. De là, une armée écossaise envahissante a apporté la pierre en Écosse. Et la légende voudrait qu'à partir de ce moment-là, la pierre ait été utilisée par les rois celtes d'Écosse. Et le premier à l'utiliser fut Fergus More Ier de Dalrida au 5e siècle, lorsqu'il établit le royaume de Dalrida au nord de l'actuel Glasgow, dans une région appelée aujourd'hui Argyll. La pierre a continué à être utilisée lors des cérémonies de couronnement des rois, parlant le gaélique pendant des siècles. Et lorsque les royaumes des Écossais et des Pictes furent unis par Kenneth MacAlpine en 840 de notre ère, la capitale fut déplacée à Scone ainsi que la pierre du destin. La légende raconte qu'à partir de ce moment-là, tous les nouveaux rois écossais furent intronisés sur la pierre du destin qui était positionnée au sommet de Moot Hill à Perthshire. Et en 1296, le roi Édouard Ier d'Angleterre, alias le marteau des Écossais, quel surnom, a volé l'ancienne pierre et l'a emmenée à l'abbaye de Westminster à Londres. Elle est devenue une partie du fauteuil de couronnement spécialement construit pour contenir la pierre. Et en 1301, le premier monarque anglais à être couronné sur la pierre fut Édouard II. La tendance a continué jusqu'en 1996, lorsque les Anglais ont finalement accepté de la rendre à l'Écosse. Il était temps. C'était le jour de la Saint-André, le 30 novembre, lorsque près de 10 000 personnes se sont rassemblées à Édimbourg pour assister au retour de la pierre mystique après 700 ans de captivité anglaise. La pierre du destin était enfin de retour en Écosse, ou était-ce le cas? Il y a quelques rumeurs qui rendent les choses bien plus floues qu'elles ne devraient l'être. L'une des rumeurs est que lorsque le roi Édouard a initialement volé la pierre, ce n'était pas la bonne. La véritable pierre du destin aurait été cachée dans un lieu secret par des moines écossais. Mais une autre rumeur est que lorsque les Anglais l'ont rendue en 96, ils ont rendu un faux et ont gardé la véritable. Les choses sont devenues encore plus bizarres récemment lorsqu'une équipe de scientifiques a mené une analyse complète de la pierre. Les chercheurs ont pu retracer l'origine de la pierre dans la région de Scone, en Écosse, ce qui signifie qu'elle n'a probablement pas été utilisée comme piédestal pour l'Arche d'Alliance. Malheureusement, il est aussi très probable qu'il s'agisse de la véritable pierre du destin et non d'un faux. Le docteur Nicky Scott du patrimoine historique d'Écosse a déclaré que l'usure sur la pierre suggère qu'elle a été utilisée de manière très extensive avant de devenir un objet cérémoniel. La meilleure hypothèse des chercheurs
et qu'il a été utilisé comme un seuil de porte avant de devenir un artefact légendaire lié à des héros bibliques et à différents rois. Les yeux lunaires. Il n'y a pas que les Mésopotamiens, les Sud-Américains ou bien les Égyptiens qui ont des légendes sur d'anciennes créatures étranges. En Amérique du Nord aussi, il en existe. Les Cherokees parlaient également d'entités étranges et on parle ici de créatures complètement terrifiantes. Les Cherokees n'étaient pas seuls dans leur région d'Amérique du Nord. Ils partageaient leurs terres avec les cultures Choctaw, Chickasaw, Séminole et Creek. Tous vivaient dans les États du sud-est, de l'Alabama à la Virginie d'aujourd'hui et du Tennessee à la Géorgie. Du moins, c'est là qu'ils se trouvaient lorsque les Européens les ont contactés pour la toute première fois au XVIe siècle. Mais la vérité est que l'origine du peuple Cherokee est encore vivement débattue. Et il existe deux théories principales. La première est que les Cherokees sont arrivés dans le sud des Appalaches en provenance du nord. La deuxième théorie est que les Cherokees étaient déjà présents dans les Appalaches depuis des milliers d'années. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de preuves archéologiques pour l'étayer. Les Cherokees ne construisaient simplement pas de grandes villes dont les ruines seraient encore visibles aujourd'hui. Mais parlons maintenant de quelque chose de très controversé. Les premiers conquistadors considéraient les Cherokees comme l'une des 5 tribus civilisées. Ils reconnaissaient 5 cultures distinctes comme étant plus civilisées que beaucoup d'autres cultures amérindiennes qu'ils ont rencontrées. C'est une chose horrible à dire et ce n'est pas du tout vrai. Cependant, ils ont plus facilement adopté les coutumes européennes étrangères et en retour, il a été plus facile de les dépouiller de leurs terres et de les déplacer vers l'Oklahoma le long du Sentier des Larmes en 1838. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Les Cherokees en particulier étaient perçus un peu différemment des autres cultures autour d'eux, principalement à cause des légendes étranges qu'ils véhiculaient, dont l'une était la légende des yeux lunaires. Les Cherokees croyaient que bien avant de vivre dans les Appalaches, le peuple des yeux lunaires habitait les collines et les bois et ils avaient une très mauvaise vue pendant la journée, ce qui leur a valu leur nom. Ils ne ressemblaient pas non plus aux autres peuples d'Amérique du Nord. Les yeux lunaires auraient eu une peau blanche et pâle et ils semblaient avoir été sculptés à partir de morceaux de roches lunaires. Et lorsque les Cherokees sont arrivés dans les Appalaches, la légende raconte qu'ils ont détruit les yeux lunaires et il y aurait eu toute une civilisation de ces êtres étranges, ressemblant franchement à des extraterrestres à la peau grise dans les Appalaches. Les Cherokees les auraient soit détruits, soit les yeux lunaires se seraient lentement éteints et auraient disparu. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est véritablement passé, mais nous aurons toujours les légendes. Les listes des pharaons. Je voudrais vous parler de Manéthon, un prêtre égyptien antique qui a vécu vers le 3e siècle avant notre ère. On sait très peu de choses sur cet homme, à part un détail majeur. Il a écrit un livre intitulé Egyptiaca ou Histoire de l'Égypte. Dans ce livre, Manéthon a créé une liste complète des anciens souverains égyptiens et certains d'entre eux vous feront remettre en question la réalité. Son livre était révolutionnaire à l'époque. C'était la première fois que quelqu'un divisait les souverains égyptiens en dynasties. Les dynasties sont peut-être la manière dont les historiens voient l'Égypte aujourd'hui, mais les anciens Égyptiens ne savaient pas qu'ils vivaient dans certaines dynasties à l'époque. Les gens au Moyen-Âge ne savaient pas non plus qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Quoi qu'il en soit, Manéthon a divisé les souverains en dynasties en se basant sur la continuité. Par exemple, s'il y avait une série de rois qui étaient tous fils et pères, et qu'un jour quelqu'un qui n'était pas le fils d'un roi devenait le nouveau roi, la dynastie changeait. Chaque fois qu'il y avait un incident ou une interruption, qu'elle soit généalogique ou autre, Manéthon commençait une nouvelle dynastie. Sa liste est presque complètement exacte, mais il y a une partie de son grand ouvrage qui laisse les scientifiques perplexes. La liste ne commence pas avec la première dynastie, vers 3150 avant l'ère commune. Elle commence avec des êtres supérieurs, des dieux. La toute première dynastie selon Manéthon a commencé avec Ménès, et Ménès fut le premier homme en Égypte à prendre le titre de pharaon. Puis vint Narmer, celui qui a uni la Haute-Égypte et la Basse-Égypte sous un seul souverain. Et sans Narmer, l'Égypte ancienne telle que nous la connaissons n'aurait peut-être pas existé. Narmer a solidifié le contrôle et a construit un grand palais à Memphis, centralisant le siège du gouvernement. L'épouse de Narmer était Nétothep, un nom que peu de gens connaissent de nos jours. Tout le monde connaît Cléopâtre, mais Nétothep est pratiquement un fantôme. C'est dommage, car elle est censée avoir été la première femme à régner sur l'Égypte après la mort de Narmer, 3000 ans avant la naissance de Cléopâtre. Donc, chronologiquement parlant, Cléopâtre est plus proche de nous aujourd'hui que de la reine Nétothep et la première dynastie. Mais avant ces souverains, Manéthon parlait des dieux. Selon lui, le tout premier souverain de l'Égypte était le dieu Ptah, qui a régné pendant près de 9000 ans.
C'est une durée de vie incroyablement longue, même selon les normes bibliques. Après Ptah, il y a eu Ra, qui a régné pendant 992 ans. On se rapproche un peu plus des durées de vie bibliques. Khnum a régné pendant 501 ans et Osiris et sa sœur Isis ont régné pendant 433 ans. Le dernier dieu primordial à régner sur l'Égypte fut Seth avec un règne de 359 ans. Puis vinrent les demi-dieux Horus, Anubis, Amon, Maat, Thoth et Geb. Ces dieux ont tous régné pendant environ 100 ans chacun, ce qui semble un peu plus réaliste. Mais ce n'est qu'après les demi-dieux que Manéthon inscrit les rois de la première dynastie comme Narmer. Mais à votre avis, à quel point pensez-vous que la liste de Manéthon est réaliste? Les Aztèques de Sibérie. Est-ce que les anciens Aztèques venaient-ils vraiment de Sibérie? Et qu'en est-il des Incas? De nouvelles preuves génétiques choquantes ont montré que les Aztèques, les Incas et même les Iroquois sont étroitement liés aux anciens Sibériens de la région de l'Altaï. C'est une nouvelle incroyable qui bouleverse vraiment la compréhension scientifique des anciens schémas de migration. Un groupe de généticiens internationaux a examiné l'ADN des habitants actuels vivant dans des villages de la région de l'Altaï, une région en Russie, le long des frontières de la Chine et de la Mongolie. Les habitants de ces villages semblent être génétiquement similaires au peuple de l'ancienne Mésopotamie et du Pérou ancien, mais comment cela est-il possible? L'idée est que des personnes ont migré de Sibérie à travers le nord de la Russie jusqu'en Alaska, puis ont progressivement traversé le sud, peuplant l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud. Et vous avez probablement entendu parler de la théorie de la migration de la Sibérie à l'Alaska par le pont terrestre de Beringie, qui est aujourd'hui le détroit de Bering. Mais maintenant, cette théorie est confirmée par des preuves génétiques. Grâce à une récente étude comparative, les chercheurs ont pu établir une chronologie approximative des événements. Ils pensent que les peuples autochtones de Sibérie sont arrivés au centre du Mexique il y a environ 30 000 ans. Et l'un des principaux scientifiques de l'étude, le généticien russe Oleg Balanovski, non seulement a établi un lien entre les Aztèques et les anciens Sibériens, mais il a également mené des recherches suggérant que les Amérindiens ont des liens génétiques étroits avec les populations aborigènes d'Australie. C'est encore plus incroyable car l'Australie est très éloignée. Mais comment ont-ils pu se disperser aussi loin? Il est logique que des Sibériens aient traversé un pont naturel jusqu'en Alaska. Mais pour que des Australiens atteignent l'Amérique du Nord ou que des Nord-Américains atteignent l'Australie, il aurait fallu traverser un océan entier et la connexion australienne est un mystère que les scientifiques espèrent encore soit résoudre, soit démentir. Les trésors chinois. En Chine, des archéologues ont découvert 3 tombes incroyables datant de 1800 ans. Et bien que 2 des tombes aient été presque entièrement pillées par des voleurs dans le passé, l'une ne l'a pas été. Et les chercheurs y ont découvert une abondance étonnante de trésors. Ce que je trouve si intéressant à propos de cette découverte, c'est qu'elle a été faite en quelque sorte par accident. Un parc local à Rizhao était en cours d'extension. Alors, des archéologues ont été appelés pour vérifier que rien de valeur historique n'était détruit. Et effectivement, le parc local était construit au-dessus de certaines tombes datant de la dynastie Han. Les personnes enterrées dans ces tombes étaient même liées entre elles. Les scientifiques ont trouvé des inscriptions portant le même nom de famille, Wan, prouvant qu'elle appartenait probablement à la même famille. Et si vous êtes impressionné par les tombes égyptiennes, vous devriez vous intéresser davantage aux tombes de la Chine ancienne. Certaines d'entre elles sont stupéfiantes. Et même ces tombes en particulier, qui appartenaient à une famille quelconque, étaient remplies de plus de 70 artefacts. Les chercheurs ont découvert des miroirs en bronze, des pièces de poterie, une épée en fer et d'autres reliques fascinantes. Ils ont également fait une découverte très inhabituelle. L'équipe a localisé des morceaux d'un chariot à cercueil, un objet que l'on voit rarement dans les tombes, qu'elles soient égyptiennes, romaines ou chinoises. Mais comment supposez-vous qu'ils faisaient descendre les cercueils en ces boîtes de pierre poussiéreuses sous terre? Eh bien, ils se servaient de chariots à cercueil spécialement conçus pour faire descendre les cercueils dans les tombes souterraines, un peu comme des corbillards anciens. Malheureusement, il existe très peu d'informations sur la famille enterrée profondément sous le parc. Peut-être étaient-ils des nobles, ou peut-être étaient-ils simplement assez riches pour bénéficier de sépultures aussi somptueuses. Et ces artefacts antiques retrouvés en Irak auraient provoqué une guerre. Découvrez-les en cliquant sur cette vidéo.